Bonjour à tous, ici Raven de la Team TK. Aujourd'hui dans cet épisode d'analyse de personnages, je vais vous parler de quelqu'un qui a réussi à s'imposer comme l'un des personnages les plus populaires et appréciés de sa série, un perso qui malgré 7 ans d'absence continue d'inspirer la crainte, le respect mais également le mystère dans son univers. Je vous parle bien évidemment de Alastor, le démon de la radio. While he hid in radio, we pivoted to video. Salutations! Good to be back on the air! Bien évidemment, il convient d'entrée de jeu de dire que cet épisode parlera de la série Has-Been Hotel dans sa globalité et des possibilités à venir pour les 2 prochaines saisons. Le personnage d'Alastor est tellement nimbé de mystère qu'il est difficile de faire une analyse sans partir dans la spéculation et les théories. De ce fait, comme pour mon épisode sur Zoro, il s'agira d'expliquer ce qu'Alastor a bien voulu nous montrer dans la première saison, la symbolique qu'il représente, ainsi que le potentiel futur du personnage dans la série. Embarquons sans plus attendre dans le dédale de son esprit tortueux. Let's begin. I'm gonna make you wish that I'd stayed gone. Tune on in when I'm done. Your status quo will know its race is run. Oh, this will be fun. Alastor est un personnage faisant son apparition dans Has-Been Hotel, une petite série d'animation créée par Viz Pop, contant l'histoire de Charlie, la princesse des enfers et fille de Lucifer, voulant offrir la rédemption aux démons pêcheurs en construisant un hôtel. Au départ, Charlie était seul, accompagné de sa compagne Vaggie ainsi que de Angel Dust, son premier rédempteur. Suite à un fiasco télévisuel, Charlie recevra la visite de Alastor. Ce dernier lui proposera avec un grand sourire charmeur de l'aider dans la gestion de son hôtel. Loin de lui l'idée saugrenue de croire en la rédemption, il veut juste prendre du plaisir à voir les gens lutter avec ferveur et échouer lamentablement dans le gouffre ardent de l'échec. For the entertainment. Avec sa forme élancée et élégante, Alastor inspire la tentation du diable à l'instar de Lucifer qui a tenté Ève avec la pomme d'Éden. Sa tenue rappelle celle des majordomes hôteliers ou des barons de la noblesse du XXe siècle. Couplé à son microphone faisant penser à la fois à une canne de gentleman ou de présentateur radio, Alastor est une fusion de plusieurs figures de puissance de l'époque. La télévision venant à peine d'être créée, la radio restait le moyen de communication le plus important, ce qui se traduira par son aversion envers tout ce qui est trop futuriste pour lui, notamment Vox, le démon de la télévision. Il est intéressant de noter que cette aversion est si forte qu'il brouillera toute technologie tentant de capturer son image, que ce soit une caméra, un caméscope ou encore un écran. Comme il le dit si bien, This face was made for radio. l'ancienneté d'Alastor ne se reflète pas que dans sa tenue, mais également dans son apparence et son comportement. En effet, bien que très maniéré, s'exprimant sans vulgarité et avec un langage soutenu, Alastor possède un teint blafard, limite cadavérique, ainsi qu'une haleine pestilentielle, traduite par ses dents jaunes. Son ombre mouvante, insaisissable et indépendante rappelle celle du docteur Faciliès, qui lui-même est inspiré du Baron Samedi, collant parfaitement à l'apparence et le comportement d'Alastor. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le Baron Samedi est marié avec Brigitte, qui ressemble beaucoup à Rosie, l'Overlord de la cité cannibale et grande amie d'Alastor. La comparaison ne s'arrête pas là, où Alastor est également connu pour ses nombreux contrats qu'il passe avec les autres démons pour récupérer leurs âmes. De ce fait, il a pu acquérir de nombreuses âmes au cours de son séjour en enfer, récupérant par exemple celle de Husk ou Nifty. Il a pu accumuler suffisamment de puissance au point de se placer comme un Overlord parmi les démons de l'enfer, gagnant le respect des plus puissants comme Zelcial ou Carmilla, mais également la jalousie comme le trio des Viz. Alistair? Yes, I know. I've been absent some time. I'm sure you've all been wondering. Not really, but welcome back in any case. Afin que tout le monde sache qui il est, il choisira de diffuser les cris de ses âmes damnées qu'il détruira dans son émission de radio, d'où son surnom de démon de la radio. Ce qui marque principalement chez Alastor, c'est son grand sourire, un sourire que l'on peut qualifier d'ange, étant donné qu'il ne laisse personne indifférent. Charmant et galvanisant ses alliés, décontenançant et agaçant ses ennemis, le sourire est un outil merveilleux qui assure que tu gardes le contrôle de la situation. Toutefois, ceci n'est qu'une façade. Comme il le dit, ce n'est pas parce que l'on voit un sourire que l'on sait ce qu'il se cache derrière. En observant plus attentivement Alastor, on peut voir de nombreux fils cousus autour de sa bouche, le forçant à avoir ce sourire angélique à l'instar du Joker. De ce fait, Alastor montre que les apparences sont trompeuses et qu'il ne faut faire confiance à personne, préférant la manipulation à la confiance. Alastor est également quelqu'un de narcissique, se pensant souvent supérieur à autrui et donnant l'impression de contrôler n'importe quelle situation, comme s'il avait toujours un coup d'avance. Cependant, son sourire joue beaucoup dans l'interprétation de ses émotions, laissant croire qu'il est narcissique pour mieux piéger ses ennemis. Aimant être imprévisible, il ne cesse de sourire pour
pour montrer justement sa domination, voulant pousser son adversaire à la faute. Quand il voit Vox et Lucifer s'énerver contre lui, c'est là qu'il est le plus redoutable, car il peut en faire ce qu'il souhaite. Par ailleurs, on peut voir que sa provocation fonctionne parfaitement contre Adam, étant capable de l'occuper un moment alors que ce dernier est le chef de l'armée des anges. Un adversaire énervé est un adversaire réfléchissant moins et est donc plus manipulable, plus prévisible. Cependant, cela ne le rend pas téméraire. Il est parfaitement conscient qu'il existe d'autres entités rivalisant avec lui, voire pouvant le tuer. C'est pour cela qu'il les poussera à la faute en montrant le moins possible. Un faucon intelligent cache ses serres jusqu'au dernier moment. Ah, you lack discipline, control, and worst, Toutefois, malgré tout cela, Alastor possède une personnalité très paradoxale. Dans le comics Day on the Afterlife, Alastor a été vu prenant un repas dans un café confortablement installé à une terrasse. Il jettera un œuf dur par terre pour nourrir un corbeau, non sans s'amuser de la discorde qu'il a créée avec un autre volatile à côté. Alastor aime le chaos, il voit cela comme une forme de divertissement. Plus tard, il passera dans une boucherie de la cité cannibale où il surprendra un boucher en train de violenter un démon. Il lui commandera de la viande de cerf, ce que le boucher lui donnera non sans crainte après avoir vu la menace que représentait Alastor. Une fois servi, Alastor saluera une petite brebis avant de s'en aller. À ce moment, le boucher violentera la brebis au point de sûrement l'ajouter à sa carte. Alastor interviendra en disant qu'il déteste les gens incapables de montrer un respect équitable envers les autres. Il prendra sa forme démoniaque, une sorte de démon humanoïde squelettique avec de grands bois faisant penser à un cerf, et dévorera le boucher en disant que sa viande était de mauvaise qualité, avant de partir comme si de rien n'était. Cet élan d'altruisme se manifestera également lors de la bataille finale de la saison 1, où il déclara que Alastor l'altruiste est mort pour ses amis. Mais encore une fois, est-ce réellement ce qu'il veut montrer, ou juste une façade habile pour manipuler son audimat? Après tout, il semble réellement souhaiter aider Charlie à gérer son hôtel, bien que ce soit pour son propre amusement plutôt que par idéalisme. Néanmoins, il fournira un personnel à l'hôtel et protégera Charlie et son projet des menaces extérieures, allant jusqu'à agir comme un mentor si elle venait à perdre le cap. Même si encore une fois, il profitera de la situation pour passer un marché avec Charlie. do we have a deal? Deal. Abordons à présent les inspirations d'Alastor. Comme vu précédemment, Alastor est avant tout inspiré du Baron Samedi, que ce soit pour sa tenue, son apparence, sa magie se rapprochant du vaudou, ou encore les contrats qu'il passe avec les démons. Toutefois, son comportement, sa personnalité est clairement inspiré de Hannibal Lecter, le célèbre tueur en série du Silence des Agneaux. Ooh, he's a bad boy. Figure emblématique du cinéma, il compte parmi les génies du mal les plus fascinants. D'une grande intelligence, il semble pouvoir anticiper chacune des décisions de ceux qui l'entourent. D'une prosodie ensorcelante, sa rhétorique et son élégance lui ouvrent grand les portes des hautes sphères de la bourgeoisie. Intouchable et insaisissable, cet homme s'amuse à balader les enquêteurs sur les scènes de crime qu'il a créées, l'emmenant au comble du divertissement. Son altruisme, son raffinement et son intellect envoûtant n'ont d'égal que son implacable fourberie. Sa bienveillance paradoxale ne tient qu'à son art minutieux de la dissimulation et de la feintise. Voilà ce qui a inspiré Alastor, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il rend parfaitement hommage à ce personnage. Concernant sa forme démoniaque, Alastor est inspiré du Wendigo. Il faut savoir qu'à la base, Alastor avait été écrit pour être un cerf mort d'une chasse, s'étant réincarné en Wendigo en enfer. Cependant, l'autrice revint sur cet aspect et préférera faire de lui un tueur en série ayant choisi de prendre quelques traits du cerf, comme ses bois ou ses oreilles, une fois arrivé en enfer. Son inspiration ne s'arrête pas ici, car Alastor partage également les traits du cannibalisme, symbole du Wendigo. Ce monstre est décrit comme une créature puissante, animée du désir de tuer et de manger ses victimes. Les légendes racontent que les humains se transforment en ces créatures à cause de leur cupidité. Ils sont considérés comme dangereux en raison de leur soif de sang et de leur capacité à ensorceler des personnes ou des communautés pures. Ici, on peut voir la perversité que représente Alastor, qui pourrait corrompre le projet de Charlie. Cette légende illustre principalement les dangers de l'isolement et de l'égoïsme, ainsi que l'importance de la communauté, symbole de l'hôtel où tous vivent à l'intérieur comme une famille. Les Wendigo s'en prennent principalement aux personnes vulnérables et socialement isolées. Alastor a pu illustrer ce mode opératoire avec les démons et overlords qu'il a tués ou soumis, comme Husker. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est attiré par Charlie, car elle est pratiquement isolée socialement parlant, n'ayant plus de contact avec sa mère depuis 7 ans et ne s'entendant pas forcément très bien avec son père. Sa naïveté et sa gentillesse faisant d'elle une proie de premier choix, sachant qu'elle est la princesse des enfers, ce qui expliquera sa querelle avec Lucifer, car il le verra comme une entrave dans son plan, une épine qui diminuerait son emprise
prise sur Charlie. Le Wendigo est décrit comme très élancé, avec un crâne et un squelette poussant contre sa peau couleur cendre, une créature géante et charnue, grandissant après chaque repas. Possédant des bois sur la tête rappelant ceux d'un cerf, le Wendigo arbore des yeux brillants comme des charbons incandescents, des dents pointues et aiguisées, une haleine fétide, ainsi qu'une odeur corporelle nauséabonde. Alastor fait plus que partager les traits du Wendigo, il les incarne dans sa forme la plus pure. Pour Alastor, tout se marchande. Toute information vaut de l'or. Et il n'hésitera pas à feindre son incapacité à résoudre un problème pour se servir de ce qu'il sait plus tard et endormir la méfiance des autres. Alastor incarne tellement la cupidité et l'avarice qu'il n'aurait pas été étonnant de le voir démon de l'avarice si Mammon n'existait pas. Cette cupidité légendaire, héritée du Wendigo, représente l'attitude retrouvée dans de nombreuses cultures autochtones du Canada sur le partage. La survie de l'homme dépend souvent de la coopération communautaire et du partage de la nourriture et des biens. Toute personne refusant de partager, surtout dans les moments de grande misère, est considérée comme un monstre. Aujourd'hui, le Wendigo symbolise surtout le capitalisme et la consommation à outrance. Ironique, sachant que Vox incarne ces caractéristiques avec les Vises. Ce n'est sûrement pas un hasard si celui-ci avait proposé à Alastor d'être associé comme on peut l'entendre dans la chanson ou le voir sur une photo d'eux à l'époque. Enfin, au niveau de ses pouvoirs, même si on ignore d'où ils proviennent, Alastor les tire d'une entité supérieure, à l'instar du Baron Samedi, une sorte de contrat qu'il a fait avec une puissante entité de l'autre monde, lui ayant donné accès à sa puissance. Let the slaughter begin. Au cours de la saison, peu d'informations nous ont été données sur Alastor. On sait juste qu'il est arrivé en enfer en 1933 et qu'il est rapidement devenu l'un des démons les plus puissants, acquérant le statut d'Overlord. Le plus étrange dans tout cela, c'est qu'Alastor n'était qu'une âme mortelle et qu'une telle âme ne pouvait se retrouver du jour au lendemain avec une puissance aussi importante. Nul ne savait d'où lui venaient ses pouvoirs, car quiconque ayant essayé s'était retrouvé déchiré, dévoré et diffusé dans son émission de radio. Même les plus puissants Overlords ne s'y risqueraient à se plonger dans le dédale de son esprit. Cependant, Husker lui rappellera qu'Alastor a une grande gueule pour quelqu'un tenu en laisse, ce qui mettra le démon dans une colère noire, le menaçant de le détruire s'il raconte cela à qui que ce soit. Understood? Lovely. Ah, good talk, my good man. Always nice to catch up. Mais avec qui Alastor a-t-il bien pu passer un contrat? Ou plutôt un contrat dont il a honte? Beaucoup pensent qu'il a fait un contrat avec Lilith, et d'autres pensent qu'il l'a fait avec Roux. Pourquoi n'aurait-il tout simplement pas fait un contrat avec les deux? Essayons de replacer les choses dans leur contexte. Dans la dernière chanson de l'épisode 8, Alastor montre qu'il vise plus haut que le statut d'Overlord. Il veut régner sur tout l'enfer. Mais ceci ne sera possible qu'une fois ses ailes libérées, une fois son contrat rompu. N'oublions pas qui est Alastor, quelqu'un aspirant à la puissance, au chaos et à la liberté. Si effectivement Alastor a passé un pacte avec Roux pour la puissance, alors pourquoi voudrait-il le rompre? Il perdrait tout ce qu'il a acquis, ça ne collerait pas. De plus, Roux, la racine du mal, et probablement l'antagoniste principal de la série, est une entité purement chaotique. Elle réussit l'exploit d'infiltrer le monde terrestre lorsque Lucifer donne la pomme à Ève. Tout ce qu'elle souhaite, c'est répandre un maximum le chaos autour d'elle, exactement comme Alastor. Cela ne m'étonnerait même pas qu'elle n'ait rien demandé en retour à Alastor pour le gain de puissance, puisque ce dernier accomplissait sa volonté juste en étant lui-même. Alastor est en quelque sorte l'agent de Roux, la manifestation de son esprit dans le monde des enfers. Le fait qu'Alastor ait son ombre indépendante de son corps pourrait être un signe d'une autre entité en lui, celle de Roux, symbolisée par ses pouvoirs. Il est même possible que Alastor ait passé ce pacte de son vivant, avant sa venue aux enfers par des rituels vaudous. Toujours est-il qu'il me paraîtrait étrange que Alastor souhaiterait se soutirer du contrat avec Roux, sachant qu'il aime ce qu'il fait. De plus, qu'est-ce que cela lui apporterait de passer un marché avec Charlie? En quoi la princesse des enfers pourrait être une quelconque porte de sortie pour lui, sachant qu'en face, il s'agit de l'entité démoniaque la plus puissante jamais créée? Comme monnaie d'échange, Roux semble être au-dessus de tout ça. En quoi obtenir l'âme de Charlie serait un avantage pour elle? Alastor aurait tout aussi bien pu donner l'ensemble de l'enfer que Roux n'en aurait que faire, puisque techniquement c'est comme si ces âmes lui appartenaient déjà, étant la racine du mal. Et surtout, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Pourquoi avoir disparu pendant 7 ans sans laisser de traces et revenir sourire aux lèvres en ayant marre de son contrat avec Roux? Peut-être que Alastor a été contraint de passer un contrat avec Lilith, qui restreint ses pouvoirs. Alastor était connu et craint dans les enfers pour sa puissance, étant suffisamment fort pour presque vaincre Vox. Cependant, lors de la dernière chanson, les Vises se sentent en confiance et voient que Alastor n'est plus aussi puissant qu'avant. Lors de son retour, des rumeurs avaient couru que Alastor s'était assagi et qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et si le génocide qu'Alastor provoquait avait attiré l'attention de Lilith, lui faisant passer un contrat forcé restreignant ses pouvoirs? Peut-être qu'il y a 7 ans, Alastor et Lilith se sont battus et que la défaite de Alastor le força à passer un pacte avec Lilith pour ne pas mourir. Pourquoi Lilith
Lilith serait-elle intervenue, déjà pour protéger son peuple, mais sûrement à cause de son engagement envers Adam au paradis. Quel engagement? Peut-être celui d'empêcher les âmes des enfers d'être sauvées, afin qu'elles ne viennent pas au paradis, en laissant l'extermination se faire. Si Alastor commençait à tuer toutes les personnes menaçantes des enfers, la purge n'aurait plus de sens. Voyant la réelle menace des pouvoirs anormaux de Alastor, elle a donc décidé de sceller une partie de ses pouvoirs et de fuir au paradis l'empêchant de la suivre. Ainsi, Alastor a tout intérêt que le projet de Charlie fonctionne afin qu'il puisse accéder au paradis et trouver Lilith pour rompre son contrat. Le fait d'avoir passé un marché avec Charlie, en échange d'une toute petite faveur de rien du tout, serait un moyen de pression envers Lilith pour qu'elle rompe son contrat avec lui. Qu'est-ce que Adam y gagnerait à accueillir Lilith? Probablement la gloire, car étant une personne imbue d'elle-même, Adam souhaitait devenir plus puissant et connu que les séraphins, comme on peut le voir subtilement dans sa chanson où il possède 8 ailes et non 6. Trop peu de choses sont actuellement connues pour ce qu'il s'agit des réelles motivations de chaque personnage, mais c'est ce qui rend cet univers si intéressant et intriguant pour les 2 futures saisons. Toutefois, si l'on continue de se concentrer sur Alastor, on peut voir plusieurs signes faisant de lui un futur antagoniste ou du moins jouant sur la frontière. Déjà au niveau de son nom, Alastor signifie l'esprit de la vengeance en grec ancien, collant encore plus avec l'idée qu'il n'est qu'un outil, une incarnation de la vengeance de quelqu'un. Roux? Pourquoi? Peut-être Ève, qui serait sous le contrôle de Roux. Après tout, le personnage le plus à même à vouloir se venger serait Ève, considérée comme juste le bouche-trou de Adam, qui n'avait pas digéré son râteau avec Lilith. Elle a condamné l'humanité à la souffrance et la mortalité, privant par là même le trône d'Adam qui lui était dû. Son séjour sur Terre a dû être des plus horribles, où Adam a dû lui faire payer chaque jour de son existence à cause de sa trahison. Lilith et Lucifer sont également responsables de son malheur, car c'est eux qui lui ont donné la pomme. Attisée par la haine et la rancœur, Ève est possiblement celle qui veut le plus se venger à la fois des enfers et du paradis. Un réceptacle de choix pour Roux. Peu importe dans quel sens on prend cette série, Alastor semble être au centre, tel un présentateur radio, annonçant les entrées et le spectacle en coulisses, avançant ses pions intelligemment pour ses propres objectifs. Alastor n'est pas une bonne personne. I dub thee King Roach. C'est quelqu'un qui manipule et utilise l'éloquence pour obtenir ce qu'il souhaite. Derrière son sourire angélique se cache l'entité la plus démoniaque des enfers, mais qui est suffisamment insaisissable et imprévisible sur son devenir dans la série. Si ses inspirations continuent de forger le personnage, tout en incarnant les émotions complexes que l'autrice a traversées durant sa vie, nul doute qu'Alastor deviendra à un moment l'antagoniste de la série, offrant à Charlie son ultime défi sur qui peut accéder ou non à la rédemption. Après tout, la princesse des enfers a déjà commencé à le changer, et cela l'effraie au plus haut point, lui qui ne croit pas en la rédemption. That was a productive meeting. J'espère que cet épisode d'analyse de personnage vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant la prochaine, portez-vous bien.